Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Installez-vous confortablement pour suivre cette édition de milieu de semaine. Le conflit russo-ukrainien se déroule évidemment sur le terrain avec des bombardements dans plusieurs villes ukrainiennes. Mais c'est un conflit qui est aussi, comme vous allez pouvoir le constater, numérique à coup de cybercriminalité. À Monaco, courons-nous un risque particulier? À quel type de cyberattaque pouvons-nous nous attendre? Nous allons recevoir dans quelques instants pour y répondre un expert en transformation digitale. Nous reviendrons largement dans cette édition sur la Journée internationale des droits de la femme qui s'est déroulée ce mardi, entre le dévoilement d'une œuvre de Mr. Wanties, d'une conférence consacrée aux grands défis des océans et des femmes, ainsi que les manifestations organisées autour de cette journée par le Conseil national. Nous recevrons une femme exceptionnelle, championne du monde de sauvetage côtier, aventurière de l'extrême, avec la traversée de l'Atlantique Nord à la rame en 2009, puis le Cap Horn en 2015. Stéphanie Geyer-Barnex partira de Monaco en juin avec Athènes en ligne de mire, à la rame, allongée sur une planche, tout cela au profit de la lutte contre le cancer. Et pour finir, du foot, avec les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, Monaco se déplace au Portugal ce jeudi pour affronter le club de Braga. On débute ce journal, comme je vous l'ai dit, avec un autre aspect du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, ce que l'on pourra appeler une guerre numérique. Nous sommes avec un expert en transformation digitale, il accompagne les multinationales dans le renforcement de la cyber-résilience. Il a un cabinet conseil à Monaco depuis 1997. Laurent Jordi, bonsoir. Bonsoir. On est sensibilisé depuis quelques années à la cybercriminalité. On en a déjà parlé sur notre antenne plusieurs fois. Mais à l'heure d'un conflit comme celui en Ukraine actuellement, la question que l'on peut se poser, c'est que risque-t-on? Est-ce qu'il y a davantage de risques? Est-ce qu'il peut y avoir une guerre numérique en quelque sorte? C'est pas il peut y avoir, c'est il y a déjà une guerre numérique. Oui, bien sûr, ça accroît le risque puisque lorsque des attaques, notamment par des ransomware, sont lancées, donc des logiciels malfaisants qui vont se propager, une fois que la propagation est lancée, on ne peut pas savoir qui va être touché. Donc oui, on peut être touché plus aujourd'hui qu'hier. Ça se traduit comment? Vous avez parlé de ransomware, ce sont des rançons. Quel type d'attaque peut nous arriver là? Il y a plusieurs types d'attaques, mais disons que celles qui sont les plus pénalisantes pour les entreprises, c'est effectivement les ransomware qui vont crypter les systèmes. En plus, ça se fait de façon beaucoup plus subtile qu'avant. Avant, ça cryptait tout, la machine devenait inopérante. Maintenant, ça va crypter une partie des données. Du coup, la machine, elle reste opérationnelle jusqu'à ce que ça soit trop tard. Juste pour donner une idée de la puissance, en 2020, les ransomware ont rapporté 700 millions d'euros uniquement de crypto-monnaies. Après, il y a eu d'autres versements, mais rien qu'en crypto-monnaie, 700 millions d'euros. C'est énorme. Et ça concerne qui? Les particuliers, les entreprises, les banques? Vu que c'est une propagation qui n'est pas forcément ciblée, tout le monde peut être affecté. Il faut se dire que quand on est infecté, on peut non seulement perdre des informations, mais on peut aussi infecter des clients ou des partenaires avec qui on travaille. Donc les conséquences peuvent être dramatiques pour l'entreprise touchée, si on parle d'entreprise. Vous avez des exemples de cyberattaques assez surprenantes? Je sais qu'il y a quelques années, en 2010, je crois, il y a eu une attaque d'une centrale iranienne, par exemple. Vous avez des exemples? Alors effectivement, la centrale iranienne, ils ont fait croire à des centrifugeuses que il fallait qu'elles tournent plus vite parce que la température était trop élevée. Elles ont tourné jusqu'à être détruites. On connaît les cybercriminels, ce sont des hackers mercenaires, ce sont des personnes qui travaillent pour un gouvernement. Qui sont-ils? Parfois, ils travaillent pour des gouvernements, parfois, ils travaillent pour eux. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Conti, qui est un des plus gros groupes mondiaux de hacking et qui pratique le ransomware. Est-ce que l'Ukraine et la Russie se mènent une guerre numérique? C'en est devenu presque rigolo. C'est-à-dire que ces hackers de Conti, en fait, ils étaient dans la zone russo-ukrainienne. Et le jour où la guerre a commencé, ils se sont scindés parce qu'une partie a pris parti pour l'Ukraine et l'autre pour la Russie. Et ils s'attaquent entre eux et il y a eu des déversements de données confidentielles. Donc maintenant, on va avoir des informations qui vont nous permettre des cold cases au niveau ransomware à l'échelle mondiale. Est-ce qu'un État comme Monaco est selon vous préparé, sachant que l'on est aux côtés de l'Union européenne dans cette crise et que l'on est par conséquent dans la liste des pays, on va dire, hostiles à la Russie? On a déjà une agence de sécurité numérique qui est très importante par rapport à la taille du pays. On a aussi la CCIN qui va protéger tout ce qui est données personnelles.
Et en plus, on a l'immense chance d'avoir Monaco Cloud, le cloud souverain. Ça veut dire que les entreprises monégasques peuvent mettre une partie de leur système d'information dans le cloud souverain, qui sera un peu plus en sécurité que si c'était simplement, si un médecin il met ses données dans son ordi perso, il a plus de chances de se faire pirater que si il a mis ses données dans le cloud souverain. Comment les États se préparent à ce type d'attaque numérique? Vous m'avez parlé hors antenne d'une 4e armée, c'est ça? Voilà, en France, il y a la 4e arme, donc ça a été créé par Emmanuel Macron, et ça consiste à avoir des gens qui sont spécialisés dans les cyberguerres. Et comment on se prépare? En fait, on doit travailler sur ce qu'on appelle la cyber-résilience. Et donc la cyber-résilience, ça va être la capacité de reconstruire les systèmes d'information une fois qu'ils ont été compromis par des ransomware. Laurent Jordi, merci pour cet éclairage numérique, on va dire, pendant cette crise ukrainienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Christine Atomel, on vous retrouve pour un premier point sur l'actualité en bref. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Une bande dessinée sur la sainte patronne de Monaco. La bande dessinée Dévota, réalisée par Yvon Bertorello et Eric Stoffel, dont tous les bénéfices seront reversés à des associations caritatives de la Principauté, a été remise officiellement au Prince Albert II. Cet ouvrage sur la Sainte Dévote aura nécessité 2 années de travail aux auteurs. Les dessins sont signés Frédéric Alali, Bruno Pradel pour les couleurs. Un projet qui a vu le jour aussi grâce au soutien de Silvana Santino Rossi, Stéphane Maggi, Roger Rossi et Guy Boscagli. Paru aux éditions du Rocher, cet album de 54 pages est préfacé par le prince souverain et Monseigneur Dominique Marie-David, archevêque de Monaco. La bande dessinée Dévota est disponible à la vente en librairie et sur Internet. Une conférence du Lions Club vient de se tenir à l'Hôtel Hermitage. Lors de cet événement, les activités et le bilan de l'année écoulée du Lions Club ont été dévoilés, ainsi que le calendrier des prochaines manifestations de l'association pour 2022. À cette occasion, le gala qui se tiendra le 2 avril prochain à l'Hôtel Hermitage a été mis en avant, car ce jour-là, le Lions Club célébrera son 60e anniversaire. En collaboration avec l'artiste Marcos Marin et Forbes Monaco, une vente aux enchères privée se tiendra également pour l'occasion. L'ancienne danseuse étoile des ballets de Monte-Carlo vient d'être mise en lumière par l'association Femmes Leaders Mondial Monaco. Effectivement, l'association Femmes Leaders Mondial Monaco a célébré la Journée internationale des droits des femmes à la Roseraie. À cette occasion, Bernice Copiters a reçu le trophée de femme de l'année. Aujourd'hui, maître de ballet des ballets de Monte-Carlo, l'ancienne danseuse étoile a été récompensée pour son parcours et pour son impact dans la société. L'occasion pour elle de rendre hommage aux femmes ukrainiennes et à celles qui l'inspirent depuis son arrivée à Monaco en 1991, la princesse Caroline de Hanovre. Bernice Coppieters, mise à l'honneur lors de la Journée internationale des droits de la femme, une journée largement célébrée hier en Principauté. À cette occasion, l'artiste Mr. Wanties a dévoilé une nouvelle œuvre au souverain. L'événement s'est poursuivi par une conférence dédiée aux grands défis des océans et des femmes. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images d'Orazio Gaggino. 100 personnalités, dont le souverain et la princesse Stéphanie, ont participé à la création d'une œuvre collective imaginée par l'artiste Anthony Alberti, alias Mr. Wanties. Un tableau qui symbolise une pierre à l'édifice que chacun peut apporter afin de faire évoluer les mentalités pour un avenir plus égalitaire et plus durable. L'idée, c'est d'avoir une œuvre qui soit fédératrice et d'associer une multitude d'ambassadeurs ou d'acteurs de la condition des femmes de la Principauté de Monaco à réaliser une œuvre commune sans forcément le savoir. C'est parfois important et même subtil de participer à des causes plus grandes que nous sans forcément en être au courant dès le départ, et c'est ce que j'ai voulu symboliser avec ce projet. Dans le cadre de l'opération #8mars, le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes met à l'honneur cette année la protection des droits des femmes et de la mer. Ces deux thématiques demandent en effet une évolution des mentalités et peuvent s'avérer complémentaires. Et les femmes ont eu des défis communs, justement. Un manque de respect, des très grandes pollutions qui ont été causées aux océans, toutes les violences, les discriminations qui ont été faites aussi aux femmes. Elles sont multiples aussi dans le milieu maritime, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il y a vraiment eu aussi
Un autre point qui est important, c'est le manque d'attention et en fait de connaissances que la société a apporté à la fois aux océans mais aussi aux femmes tous les derniers siècles, parce qu'on a une pensée qui était très terrestre en fait, en tout cas pour les océans. L'opération #8mars est également visible en ville, notamment sur les ronds-points, dans la galerie commerciale de Fontvieille, au ministère d'État et sur les grilles des Jardins Saint-Martin. Vous l'avez compris, une journée du 8 mars riche en manifestations dans le domaine de la lutte pour le droit des femmes. Chaque année, le Conseil national organise lui aussi un événement autour de cette journée. Cette année, une jeune artiste monégasque était à l'honneur. Le reportage d'Alexandra Pani et Julien Logier. Besoin de personne quand je me suis fait. Elle s'appelle Samia Mato-Marsan, elle n'a que 14 ans et chante déjà avec passion. Malgré son jeune âge, c'est elle que les élus du Conseil national ont choisi pour incarner cette journée du 8 mars. Une jeune femme dynamique et sûre d'elle, un concert pour rendre hommage aux grandes voix féminines de la chanson. C'est important, je veux dire, en tant que président de la Commission des droits de la femme et de la famille, au Conseil national, de mettre l'accent, je dirais, de poser vraiment la voix des femmes sur cette journée internationale. On a évidemment invité des femmes, mais aussi des hommes, parce que je pense qu'il est important qu'il y ait une mixité, je dirais, une égalité et une équité à ce niveau-là. À Monaco, fin 2019, les femmes représentent 40% de la population salariée privée. Le droit des femmes constitue un enjeu majeur pour la principauté. En 2018, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes au sein du gouvernement a vu le jour. Un engagement qui vise à changer et sensibiliser l'ensemble des institutions et de la société. Une déléguée interministérielle pour le droit des femmes, et je pense que c'est important, et effectivement, je dirais, elle fait un travail remarquable. Et puis évidemment, je veux dire, au niveau du Conseil national, le président, je veux dire, est un fervent défenseur des droits des femmes. Au niveau de Monaco, au niveau des institutions, au niveau de tout ce qui est public, il y ait une vraie reconnaissance de l'égalité des droits des femmes. Un projet de loi portant réforme des dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles a été voté récemment par le Conseil national. Un vote qui constitue une nouvelle étape forte dans la lutte pour les droits des femmes. Et pour clore ce dossier Journée internationale des droits des femmes, nous recevons une femme exceptionnelle à présent, une championne du monde de sauvetage côtier. Elle est depuis de nombreuses années aux côtés de la Fondation Princesse Charlène. Stéphanie est une aventurière de l'extrême avec la traversée de l'Atlantique Nord à la rame en 2009, puis le Cap Horn en 2015. Vous êtes aussi ce que l'on appelle une aventurière de la vie. Vous avez surmonté 4 cancers du sein. Stéphanie Geyer-Barnex, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez donc vécu des défis sportifs et humains hors du commun. Là, on va parler d'un nouveau défi en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. Parlez-nous de votre nouveau projet. Un nouveau projet qui va consister en tout cas à tenter une traversée mondiale inédite entre le Pérou et la Polynésie française au profit des enfants malades. Donc on a 8000 km à effectuer. Nous sommes 6 waterwomen. 6 waterwomen que la vie a réunies. On a toutes eu à surmonter des épreuves de la vie. Et le sport nous a aidé beaucoup à surmonter ces épreuves. Donc on va se le relayer jour et nuit. On pense à peu près pendant 80 jours pour tenter ce record mondial entre Pérou et Polynésie en 2023. Mais en attendant, pour se préparer à cette grande expédition, nous allons en juin prochain tenter de relier Monaco à Athènes en relais, en paddleboard. Toujours avec ces 6 waterwomen, on va tester le matériel, tester l'équipage, les rotations, et aussi on souhaite profiter de cette traversée pour vendre l'ensemble des kilomètres au profit à la fois de la Fondation Princesse Charlène pour qu'elle puisse assurer ses programmes pédagogiques à travers le monde, et aussi auprès d'une association qui s'appelle Elpida, qui est en Grèce et qui accompagne les enfants atteints du cancer. Quelles sont les complexités de cette expédition ? Alors effectivement, la Méditerranée a toujours des secrets. Il faut toujours se méfier de cette mer. Elle peut nous surprendre. Nous sommes déjà les 6 waterwomen, nous sommes nageurs sauveteurs professionnels, donc on connaît bien cet élément. Du coup, nous on va descendre entre l'Italie et donc la Corse. On va arriver à Messina. On va passer le canal de Messina. On risque d'avoir du courant aux alentours du canal de Messina, et puis on va remonter pour passer
par le canal de Corinthe. Alors 2 possibilités, soit le canal de Corinthe est réouvert puisqu'il était fermé, il est réouvert donc on va ramer tout le canal de Corinthe, ou alors il n'est pas encore réouvert et on va devoir courir le long du canal de Corinthe pour se remettre à l'eau au bout du canal de Corinthe et rejoindre Athènes. On devrait à peu près mettre 15 jours et nuits non-stop pour réaliser cet exploit méditerranéen. Alors pourquoi vous faites ça? Parce que c'est physique et en plus ça peut être dangereux. Pourquoi on fait ça? C'est une très très bonne question. Je pense que nous, le paddleboard, le prone paddleboard, c'est une manière de nous exprimer, en tout cas de porter des messages et nos valeurs d'abnégation, de solidarité, d'entraide, de dépassement de soi. Et surtout, on est devenu maman depuis les précédentes expéditions et nous souhaitons aider les enfants malades. Et pour ça, on a dit, ben voilà, nous, les enfoirés en France, ils chantent. Nous, on va ramer, on sait bien le faire. Donc, vendons les kilomètres au profit des enfants vulnérables. Le Pérou, la Polynésie française, là aussi, c'est quelque chose de complètement dingue, non ? Quand on regarde à l'échelle du globe, quand on prend un globe et qu'on regarde le Pérou et la Polynésie, on se dit c'est fou. C'est vrai qu'on n'est pas à notre premier coup d'essai. On a, comme vous l'avez dit en introduction, traversé l'océan Atlantique Nord. On a fait 4830 km. Aujourd'hui, on a le record du monde avec cette distance-là. On va presque doubler. On sait que les caractéristiques du Pacifique sont aussi particulières avec des animaux marins. C'est un milieu hostile, c'est un océan, donc avec tout ce que cela peut engendrer. Mais on est vraiment prête à la fois techniquement, mentalement, physiquement. On est très motivés, on est très solidaires aussi, on s'entend toutes très bien. Et aussi, on a des partenaires qui sont fantastiques. Alors, on n'a pas encore bouclé le budget, donc c'est aussi un appel à contribution. On souhaite vendre effectivement tous les kilomètres pour aider les enfants, donc n'hésitez pas à nous aider. Bah écoutez, le message est passé. En attendant, je le rappelle, le défi Monaco-Athènes en paddle, ça sera en juin. On suivra ça de près sur Monaco Info. Bravo Stéphanie Jailleur-Barnex et merci. Merci beaucoup. On change de mer pour aller du côté du golfe Persique et on vous retrouve, Christinda, pour un autre point info. Une conférence a été donnée au sein du pavillon de Monaco à l'occasion du Dubai International Boat Show. Et pas qu'une conférence, Fabien, mais plusieurs. Les poids lourds de l'industrie du yachting monégasque sont actuellement en voyage d'affaires aux Émirats Arabes Unis jusqu'à dimanche. Des dates qui coïncident, et c'est tout sauf un hasard, avec le célèbre Dubai International Boat Show, organisé par le cluster Yachting Monaco et le Monaco Economic Board. Ce déplacement est l'occasion de promouvoir l'excellence et l'expertise de la principauté dans ce secteur de luxe. Au menu donc, plusieurs conférences et débats sur l'avenir de cette industrie, alors que le monde se remet lentement de la pandémie de Covid-19 et entre dans une autre crise, celle de la guerre en Ukraine, qui fait déjà flamber le prix des hydrocarbures. Les thèmes abordés, la cybersécurité à bord des bateaux et du développement d'un luxe durable. Fait rare, les dirigeants du Yacht Club et de la Société d'exploitation des ports de Monaco ont fait le déplacement pour assister à ces différents événements qui se tiennent actuellement, je vous le disais, et ce, jusqu'à dimanche, au pavillon de Monaco. À noter dans vos agendas pour demain. Ce jeudi 10 mars, au lycée technique et hôtelier de Monaco, se déroulera une fin de journée porte ouverte qui permettra aux familles et aux élèves de la principauté et des communes voisines de découvrir les différentes formations proposées par l'établissement et d'échanger avec les personnels de direction, d'enseignement et d'orientation. Ce temps d'échange débutera à 16h et devrait se terminer aux alentours de 19h30. Une démarche très positive pour accompagner les élèves dans leur parcours d'orientation. Et puis un événement annulé au Grimaldi Forum. L'étoile russe Svetlana Zakharova, la renommée internationale, ne dansera pas au Grimaldi Forum. Connu dans le monde entier, le spectacle de la danseuse intitulé Svetlana Zakharova et les étoiles du Bolchoï dans Modance et qui devait se tenir les 7 et 8 avril prochains au Centre des Congrès a été bien sûr annulé au vu du contexte actuel. Cet événement en revanche lui aura bien lieu. 3e match en l'espace d'une semaine pour l'AS Monaco. Le club de la Principauté affronte Braga ce jeudi en 8e de finale de l'Europa League. Les Rouges et Blancs, actuellement dans le ventre mou du championnat, veulent se démarquer en Coupe UEFA. Les enjeux de la rencontre vous sont présentés par Émilie Rousseau.
Miné par une élimination en demi-finale de Coupe de France, boosté par sa victoire face à l'Olympique de Marseille en championnat, l'AS Monaco retrouve l'Europa League, une compétition qui, pour le moment, lui réussit. Qualifié directement pour les huitièmes de finale à l'automne en tant que vainqueur invaincu du groupe B, les hommes de Philippe Clément seront opposés à un club assez méconnu, Braga. L'équipe est actuellement 4e de la Liga portugaise et s'est qualifiée au tir au but lors de son match de barrage. Sa présence à ce stade de la compétition est justifiée selon Ricardo Horta, l'un des meilleurs buteurs du championnat portugais. Claro que a equipa está motivada, estamos nos oitavos de final da Liga Europa, onde só estão grandes equipas. Chegar a esta fase da prova com muita ambição, com vontade de mais. Sabemos que temos pela frente um adversário difícil, que é o Mónaco, com jogadores muito bons, com jogadores de seleção, com muita qualidade, mas vamos apresentar uma equipa muito competitiva, com muita vontade de ganhar e com muita ambição. Mais la jeune équipe de Braga pourra-t-elle tenir tête aux assauts des Monégasques et percer la défense assez mixte? Dimanche, les Rouges et Blancs se sont montrés solides en défense au Vélodrome avec notamment un excellent Vanderson, le latéral droit recruté cet hiver. Luís Campos, a pessoa que se calhar mais conhece o futebol francês, há uma semana atrás disse-o claramente que o segundo melhor plantel a seguir ao Paris Saint-Germain é o do Mónaco. Isto ilustra a dificuldade que nós vamos ter no jogo. Agora, a dificuldade vai estar inerente ao jogo. Agora, a ambição, a vontade, o querer ganhar, não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos ao jogo com tudo e com toda a determinação para conseguir suplementar um adversário que é forte, que é um adversário forte, mas do qual nós temos que fazer uma noite à Braga, fundamentalmente isto. L'AS Monaco et Braga se sont déjà rencontrés en match amical. C'était en 2019 lors de la préparation estivale. La rencontre s'était soldée par un match nul 0-0. À noter que les deux clubs possèdent un point commun. Leonardo Jardim a entraîné les deux formations. Je vous le rappelle, le match aller de ces huitièmes de finale ce jeudi 21h. Même si le match se déroule au Portugal, quel temps fera-t-il à Monaco demain, Crisinda ? Jeudi, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies. La journée sera dans l'ensemble nuageuse. Des rafales atteignant 13 km/h traverseront la région. Côté climat, le thermomètre oscillera entre 6 et 12 degrés. Le soleil se lèvera à 6h50 et se couchera à 18h30. Demain, nous fêterons les Viviens. Merci Crisinda. Et pour la petite histoire, Vivian de Sébaste est un martyr du IVe siècle. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se quitte avec les instantanés du jour, captés par les photographes de la rédaction et consacrés à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui, je vous le rappelle, a été élu Orchestre de l'année par Radio Classique, l'OPMC, qui sera à l'affiche du Printemps des Arts. Une transition toute faite pour vous dire que nous recevrons dans l'édition de demain le nouveau directeur du Printemps des Arts, qui vous en dira plus sur l'édition qui débutera ce jeudi. Vous retrouverez justement à cette même place, demain, 19h, Émilie Rousseau. À très bientôt. Au revoir.